Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui a un double objectif. Un objectif tout d'abord, puisque cette vidéo peut servir aux lycéens. L'idée, c'est de présenter des concepts tels que la superpuissance ou l'hyperpuissance, qui sont des concepts, on va dire, géopolitiques. Ensuite, l'idée aussi, et j'aurais peut-être dû commencer par là, ça aurait été un préalable, notamment à ma vidéo sur l'Ukraine. Puisque comment parler de géopolitique si on ne définit pas, par exemple, ce que c'est qu'une hyperpuissance ou une superpuissance. Et comme à l'avenir, j'ai aussi envie de parler de la situation, on va dire, entre la Chine et Taïwan, du Haut-Karabakh, du Kosovo. Je pense qu'il n'est pas inutile de faire cette mise en contexte. Donc, si on veut parler de superpuissance et d'hyperpuissance, on va devoir parler notamment du XXe siècle et de la guerre froide. Nécessairement, on va parler de la guerre froide et de l'affrontement entre deux superpuissances que sont les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Mais avant tout ça, préexistent auparavant d'autres puissances, qui sont globalement les puissances d'Europe de l'Ouest, telles que l'Angleterre et la France, principalement, des puissances colonisatrices, coloniales. L'Allemagne, qui est plus une puissance continentale, qui elle a moins de colonies, et plus, on va dire, de manière plus secondaire, plus anecdotique, des puissances comme l'Espagne ou comme l'Italie, et la Belgique aussi, notamment, avec le Congo. Une fois que ces puissances-là vont commencer à décliner, donc en fait après la Seconde Guerre mondiale, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qu'on développera dans une autre vidéo, ces puissances vont laisser place aux deux grandes puissances qui vont en fait animer dans un aspect géopolitique la seconde partie du XXe siècle, et ces deux grandes puissances vont être d'un côté les États-Unis, le bloc de l'Ouest, et de l'autre côté l'URSS, le bloc de l'Est. Ces deux grandes puissances, elles vont connaître un affrontement quasiment total. Alors pourquoi quasiment? Parce que si c'était un affrontement total, on aurait vu apparaître la Troisième Guerre mondiale. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Un affrontement entre deux superpuissances sur un plan culturel, sur un plan technologique, sur un plan économique, sur un plan géopolitique, etc. Même militaire. Et pourquoi on parle de superpuissance à cette époque? Parce que c'est deux grandes puissances qui dominent toutes les autres, qui s'affrontent entre elles, mais qui dominent toutes les autres. Il y a eu des moments de forte tension, de très forte tension même. On peut par exemple citer le blocus de Berlin par les troupes soviétiques en 48-49 qui veulent en fait s'arroger tout le secteur de Berlin. Ils font un blocus sur la ville pour empêcher notamment les troupes américaines d'être ravitaillées, pour empêcher la partie en fait qui est, on va dire, administrée par les Américains d'être ravitaillée. Mais le blocus échoue parce qu'il y a un pont aérien qui est créé et qui permet de ravitailler donc la partie américaine de la ville. Donc les soviétiques renoncent. On peut encore citer la guerre de Corée en 1950. Toujours en fait un affrontement militaire interposé, comme ce sera le cas plus tard au Vietnam aussi, en 61. En fait, les États-Unis ou l'URSS financent l'un ou l'autre côté. Par exemple, ils finançaient le nord de la Corée ou le nord du Vietnam, pro-communiste, face au sud de la Corée ou au sud du Vietnam, plutôt pro, on va dire, libéraux, pro-américains. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les Américains vont aussi intervenir militairement, vont envoyer notamment au début des conseillers militaires, puis ensuite des militaires, et les Chinois notamment vont envoyer beaucoup de troupes en Corée. Donc on va quand même s'approcher plus près d'un conflit où des grandes puissances vont quand même voir s'affronter leurs soldats. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'année qui suit l'entrée en guerre au Vietnam, 61 donc, dès 62, il y a ce qu'on appelle la crise des missiles de Cuba. Des navires, enfin plutôt, excusez-moi, des avions espions américains survolent le territoire cubain et se rendent compte qu'il y a là des missiles soviétiques qui menacent les grandes villes américaines, notamment les grandes villes de Floride, mais plus que ça même, à plus longue échelle. Donc pareil, c'est l'événement qui va être le plus proche d'un déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Encore une fois, les soviétiques vont renoncer et vont renoncer donc à appuyer les Cubains et vont retirer les missiles. Il y a un accord tacite ici, et dans le même temps, les Américains aussi retirent des missiles qu'ils avaient postés en Turquie, qui eux aussi menaçaient, on va dire, les intérêts
de l'URSS, de l'Union soviétique. On va faire maintenant un bond dans le temps, on va aller directement à la fin des années 80, au début des années 90. Qu'est-ce qui se passe? La guerre froide s'achève. Elle s'achève avec quoi? Principalement avec la chute du bloc soviétique, sous l'effet de deux contraintes majeures. Quelles sont ces deux contraintes? Tout d'abord, l'économie est moribonde. L'économie est absolument catastrophique en URSS, notamment à cause d'une course à l'armement. Je m'explique. L'URSS se renseignait toujours sur les avancées technologiques des Américains, et essayait de coller au plus près, de suivre cette course à la technologie. Les Américains ont une très bonne technique, ils ont une technique de désintoxication. Ils ont en fait d'intoxication plutôt, désinformation. Ils ont en fait créé des faux projets absolument au coût faramineux, qui n'existaient pas en fait que sur le papier, et l'URSS a absolument voulu suivre ces projets-là, faire d'eux-mêmes, et se retrouver bloqués, parce que finalement des projets qui n'existaient que sur le papier aux États-Unis, l'URSS a injecté énormément d'argent pour les rendre concrets de leur côté. Donc, leur économie s'est largement effondrée du fait de cette vaste entreprise de désinformation. Désinformation, je pense que c'est le mot le plus correct. Il y a un deuxième facteur aussi qui contribue à l'effondrement de l'URSS, et ce deuxième facteur, lui, est beaucoup plus, on va dire, moral et politique. Quel est-il? C'est simple. La pression politique et militaire qui est, imposée aux pays satellites. Donc les pays satellites, qu'est-ce que c'est? C'est la Pologne, la Tchécoslovaquie, la République démocratique allemande, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est. Cette pression, elle est de plus en plus inacceptable pour ces peuples-là. Et le cas le plus flagrant, le plus évident, c'est bien sûr le mur de Berlin. En 1989, le mur y chute. Il tombe, notamment sous la pression populaire des Berlinois de l'Est qui voulaient pouvoir rejoindre l'Ouest. Et notamment, à partir du moment où il y a la chute du mur de Berlin, il y a un très fort exode vers l'ouest de l'Allemagne. Les populations qui vivaient jusque-là sous le régime soviétique, sous le régime, on va dire, communiste, veulent aller à l'ouest, veulent profiter en fait des libertés qu'offre le bloc de l'ouest, on va dire. Et peu à peu, ce qui démarre en 89 avec la chute du mur de Berlin, peu à peu, toutes les républiques qui composent l'URSS, et à cette époque-là, il y en a beaucoup, parce que ça part en fait de l'Extrême-Orient, le Caucase, des pays comme l'Azerbaïdjan, comme la Géorgie, comme l'Arménie, etc., et jusqu'à l'Allemagne de l'Est, donc on l'a déjà dit, tous ces pays-là, toutes ces républiques, finalement se détachent de l'URSS, et finalement entraînent sa dislocation. Alors, ils vont s'en détacher parfois dans la violence ou parfois de manière relativement paisible, relativement pacifique. Dans le même temps, Gorbatchev, qui est le dernier grand dirigeant de l'URSS, il tente des tentatives, on va dire, il tente des ébauches de modernisation et de libéralisation, notamment initiées par deux grands concepts qu'on appelle aujourd'hui la perestroïka, la reconstruction, et le glasnost, la transparence. En gros, une sorte de probité et une reconstruction à tout point de vue, une modernisation. Mais le problème, c'est que ces deux concepts-là se trouvent très rapidement en butte avec, on va dire, les franges les plus orthodoxes du Parti communiste. Ceux qui croient encore à l'URSS, qui veulent poursuivre le grand, dessein de l'URSS. Et d'ailleurs, à quoi ça aboutit? Ça aboutit au putsch de Moscou, qui en gros scelle réellement la fin de l'URSS. Un putsch qui sera notamment déjoué par Boris Eltsine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la chute de l'URSS? Le monde devient ce qu'on appelle unipolaire. Unipolaire pourquoi? Les États-Unis sont en quelque sorte les gendarmes du monde. Ils vont dominer ce monde-là. Ils font la police, ils dominent totalement. Et c'est alors ce qu'on appelle une hyperpuissance. Il n'y a plus deux superpuissances, il y a une seule et grande puissance. Hyperpuissance parce qu'elle maîtrise tout à fait sa puissance. Comment elle maîtrise sa puissance? C'est assez simple, avec plusieurs aspects. On va les voir très rapidement. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les États-Unis, à cette époque-là, quand ils sont une hyperpuissance, ils vont l'être globalement pour une dizaine d'années. On pourrait même dire 91-2001. 2001, on se demande pourquoi. Les attentats du 11 septembre, tout bête.
Donc on va d'abord définir ce que c'est une hyperpuissance. Une hyperpuissance, finalement, c'est une puissance qui est complète. Une économie florissante. Les États-Unis, dans les années 90, même aujourd'hui, ça reste une économie hyperpuissante. Une économie florissante et mondialisée. Bon, on a tous, dans notre jeunesse, consommé des produits américains, j'imagine, notamment culturels, on va y revenir. Une monnaie forte, le dollar, une monnaie très forte, qui a été et qui reste quand même la monnaie des échanges commerciaux notamment. Une capacité à l'innovation technologique, la Silicon Valley, Bill Gates, Microsoft, Apple, on va pas faire la liste, faire un catalogue, mais la liste est très longue, parce qu'aujourd'hui encore, si on retrouve des grands personnages comme Bezos et comme, j'ai mangé son nom au deuxième, vous voyez de qui je parle, Bezos et j'ai mangé le deuxième. En plus, je vois sa tête, mais bref. Ce sont des Américains. Et notamment, généralement, ils ont leur entreprise en Californie, Silicon Valley toujours. Donc, on l'a dit, il faut une économie forte, il faut une monnaie forte, il faut une armée capable de se projeter aussi rapidement à l'étranger, capable de défendre des intérêts, voire même de se créer des intérêts. Et ça, on reviendra dans notre vidéo. Cette armée-là, c'est l'armée des États-Unis. Une armée qui peut se déployer en quelques jours, en quelques dizaines d'heures, qui peut rapidement se déployer, rapidement, disposer d'une force de frappe très importante. Même si, depuis quelques années, elle a tendance plutôt à se retirer. Globalement, depuis Trump, en fait. Depuis Trump. Même si ça risque de changer avec Biden. Enfin, l'hyperpuissance, donc ici états-unienne, elle est capable de diffuser son influence à travers le monde. C'est ce que je vous disais précédemment avec la culture. Comment elle va diffuser son influence? Par la langue. Tout le monde aujourd'hui, et notamment aujourd'hui que je vis à l'étranger, le pays dans lequel je vis, ils veulent absolument parler anglais. Parce que c'est la langue, on va dire, du business. Du négociant, comme ils disent ici, du négociant. Surtout que c'est sur le continent américain. Donc pour eux, il y a tout intérêt à pouvoir faire du commerce avec les gringos. Ça rapporte beaucoup plus d'argent. Donc l'influence par la langue, l'influence par la culture. Aujourd'hui, ça va être des films. Ça va être des grandes marques. Ça va être la nourriture, le fast-food, McDonald's, etc. Burger King, bref, Netflix. La liste est tellement longue qu'on pourrait faire une vidéo d'1 heure uniquement là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'un long catalogue soit très intéressant, si ce n'est qu'on pourrait détailler beaucoup plus précisément les tenants, les aboutissants de chaque marque, l'influence géopolitique même que détiennent ces marques. Enfin, il y a le mode de vie. Et le mode de vie, c'est l'American Way of Life. Et pareil, si je devais donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, dans ce pays d'Amérique latine où je vis, beaucoup ont de la famille aux États-Unis. Beaucoup. Notamment dans le Queens, à Chicago, etc. Ils ont de la famille parce que c'est une sorte de réussite sociale, le fait de pouvoir émigrer aux États-Unis, et ils font fortune, ils font boom. Ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'ils gagneraient ici, notamment. Enfin, l'anglais, puisqu'on parle de ça, la langue, et c'est une langue qui est très parlée à l'échelle mondiale. Et donc l'industrie cinématographique, encore une fois, et surtout l'industrie, on va dire, agroalimentaire, fast-food, contribue à rendre très attractifs les États-Unis, notamment par la langue. Encore une fois, une anecdote, c'est que les Français parlent français, certes, les Espagnols parlent espagnol, mais quand on décortique un peu la langue, il y a des rajouts de vocabulaire anglais très très présents. Notamment ici, je me suis rendu compte cette année, des fois c'est quasiment du spanglais, du Spanish, anglais. Enfin bref, tout ça pour dire que on a défini donc ce qu'était une superpuissance, qui succède donc aux puissances coloniales, et ensuite on a eu l'hyperpuissance américaine, c'est-à-dire une Amérique, ou plutôt les États-Unis, sans rivaux, jusqu'à 2001, qui peuvent développer leur économie comme ils veulent, qui peuvent détenir un monopole, qui peuvent s'imposer militairement absolument partout, et qui ne souffrent en fait d'aucune contestation. Mais tout ça va changer à partir de 2001, et notamment l'arrivée du terrorisme, puis l'arrivée aussi de ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et l'influence des BRICS va être sur un point de vue économique, bien sûr, mais aussi, et on le constate maintenant, sur un point de vue géopolitique, voire même militaire, comme on peut le voir aujourd'hui à travers, par exemple, Taïwan, comme on peut le voir à travers
l'Ukraine. Bref, qu'est-ce qu'on verra dans le prochain épisode? Sans doute la multipolarité qui apparaît donc, comme on l'a dit, en 2001, au début du XXIe siècle.